Alors, professeur Taylor est connu, dans le fond, pour ses contributions à la philosophie aussi politique, les questions reliées à l'histoire intellectuelle. Il a publié plusieurs œuvres, dont certains d'entre vous les connaissez. Alors, peut-être les mieux connus, c'est Hegel, dont les étudiants de McGill, les anciens de McGill comme moi, ont dû travailler avec cette œuvre-là il y a des années. Un travail sur le multiculturalisme, un livre qui s'appelle Modern Social Imaginaries, et peut-être un de ses livres les mieux connus, je vais le dire en anglais, c'est celui que je connais, Sources of the Self, The Making of Modern Identity. Il est récipiendaire de plusieurs prix de mérite, incluant le prix de Kyoto, le prix Templeton, le prix Berggruen pour la philosophie et le prix John W. Klug. En 2007, il est nommé par le gouvernement du Québec pour co-présider la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, qui était devenue connue sur le vocable la commission Bouchard-Taylor. Il a co-présidé évidemment avec le sociologue Gérard Bouchard, qui lui-même est venu faire une conférence il y a quelques années. Alors aujourd'hui, on boucle un peu la boucle avec l'arrivée du professeur Taylor. La conférence va durer environ 1 heure. Oui, au moins, parce qu'on peut discuter. C'est ça. Alors, il y aura une partie conférence, on verra 45 minutes ou plus. Après ça, une période d'échange. On devrait être ensemble jusqu'à 16 heures ou plus, si jamais l'intérêt se fait sentir. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre invité, professeur Taylor. Oui, alors je vous remercie beaucoup pour cette invitation que j'accepte avec enthousiasme parce qu'il faudrait qu'on discute de ces questions beaucoup plus qu'on l'a fait. Et puis, chaque occasion d'une discussion vraiment à fond est très importante, il faut la saisir. Alors, je vais un peu parler comme vous savez, de la loi 21, comment la concevoir contre, disons, étant donné le tableau de fond de certaines questions fondamentales comme identité, laïcité. Il faudrait un peu éclaircir ces deux concepts-là pour pouvoir s'adresser au problème du bien fondé ou non de la loi 21. Alors je vais commencer parce qu'on discute souvent de cette discussion très âpre qui a lieu aujourd'hui au Québec comme opposant les identitaires aux inclusifs. Les inclusifs sont des gens qui s'opposent à la loi 21, mais on prétend que la raison principale pour appuyer cette loi-là, c'est qu'elle correspond à l'identité québécoise. Alors, d'abord, essayons d'éclaircir ce concept d'identité. Est-ce qu'il y a trop de feedback dans le micro? Oui, il y a beaucoup trop de feedback. Alors, je parle trop fort ou... Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas se dispenser du micro. Non, ok, d'accord. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Alors, identité. On parle souvent de l'identité d'une personne. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand j'étale les éléments de mon identité personnelle, je fais mention, disons, des valeurs, des choses que je valorise au point de pouvoir me guider dans la vie, dans les décisions de tous les jours. Alors quelqu'un pourrait dire une appartenance religieuse, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis athée peut-être, d'une part. Appartenance politique, je suis québécois, je suis canadien, je suis français, je suis allemand, etc. Et quand quelqu'un dit ça fait partie de mon identité, c'est pas simplement un fait de existence qui est mien au sens neutre. C'est au contraire ce qui me guide. Ce sont les valorisations de ces identités-là, de ces appartenances-là, qui me guident dans la vie. Bon, alors, l'identité d'un individu, c'est normalement très complexe. Quelqu'un peut avoir une religion, une appartenance politique, une appartenance à une certaine famille, un engagement dans une certaine activité. Par exemple, je suis philosophe, quelqu'un d'autre est avocat, etc. Alors, il y a une liste assez longue de choses d'appartenance, de relations qui définissent mon identité. À propos, cet usage du mot identité est tout
nouveau. C'est quelque chose d'étrange qu'on ne peut pas tout à fait expliquer. Si on avait eu cette discussion en, disons, 35, on aurait peut-être pu parler des éléments importants de ma vie, etc., mais on n'aura pas utilisé le mot identité. Et ça provient un peu de Erik Erikson avec la conception d'une crise d'identité. Mais qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète, je crois, le début d'un certain individualisme où on peut parler de mon identité, différent de tous les autres, etc., qui fait partie de ce que j'ai appelé l'éthique de l'authenticité. Mais enfin, tout ça, c'est un peu un background, un fond, là, sur lequel on peut comprendre l'usage de ce mot. Or, ce qui est important ici, c'est que le mot s'utilise à deux niveaux. Je viens de mentionner l'identité des individus, comme on étale une liste d'appartenances et de relations qui définissent mon identité personnelle. Mais il y a aussi l'identité de groupe, l'identité québécoise, par exemple, dont il est question ici. Et ça, quel est le rapport entre les deux? L'identité d'un groupe est toujours beaucoup plus simple et beaucoup moins longue, si vous voulez, que l'identité des individus. C'est-à-dire, les individus de toutes les religions peuvent avoir l'identité québécoise. Les individus de toutes les professions peuvent partager l'identité québécoise. Mais comment définir ce genre d'identité de groupe? Là, il y a toujours deux éléments, toujours. C'est-à-dire, de nos jours, dans nos démocraties modernes, il y a toujours deux paliers ou deux éléments à l'identité de groupe, de nation, de communauté. Il y a, comme ce sont des démocraties, il y a certains principes fondamentaux. On est démocrate, on est pour l'égalité, on est pour les droits humains, on est pour la non-discrimination. Ça fait partie de notre identité en tant que peuple démocratique moderne. Nous partageons ce genre d'engagement avec tous les autres peuples du monde occidental et au-delà qui se présentent comme démocratie moderne basée sur les règles du droit, basée sur les droits individuels, etc. Bon, alors, il y a, disons, le côté moral, politique, philosophique, mais il y a toujours un aspect particulier. Pourquoi? Parce que toutes nos démocraties modernes sont, chacune d'entre elles, est un effort, un projet historique de réalisation de ces mêmes principes très répandus. Nous avons notre projet québécois, les Américains ont le projet américain. Il y a toujours de légères différences entre les différents projets, mais généralement parlant, on partage la même éthique sociale. Mais alors, il y a toujours, en parlant d'identité, il faut tenir compte de ces deux versants et ces deux aspects. L'éthique universelle et le projet particulier. Les émotions qui sont engagées dans les deux sont différentes. C'est ça qui nous permet de les distinguer. Par exemple, si j'apprends, et malheureusement je l'apprends un peu trop souvent aujourd'hui, que dans un autre pays très loin de nous, la démocratie vient de souffrir des limitations, même d'être abolie, etc. Je dis chaque jour, les journaux, ça semble arriver de nos jours. Je suis peiné d'une certaine façon parce que je crois que nous le sommes tous, parce que c'est une éthique que nous prisons, qui est très importante pour nous. Mais si j'apprends que mon propre pays fait des entorses à cette éthique-là, l'émotion est un peu celle de honte comme ça l'est celle de fierté, si le contraire est vrai, si mon pays constitue un exemple absolument modèle de cette éthique, on est engagé plus directement. C'est pourquoi on peut parler ici de patriotisme. Quand Jürgen Habermas parle de patriotisme constitutionnel, il parle un peu exactement de cela, que nous, les démocrates modernes, nous avons la Constitution, le niveau constitutionnel, le niveau de principe, mais nous avons chacun cet attachement à un projet particulier qui nous tient à cœur particulièrement. Bon, alors ça, c'est un peu pour éclaircir le mot identité, le concept d'identité. Mais qu'en est-il de la laïcité? Là aussi, c'est très compliqué.
La laïcité n'est pas une seule chose, un seul principe. Les laïcités viennent en différentes variétés, différentes formes, et elles sont distinguées par leur finalité. Si on pose la question, pourquoi on établit la séparation de l'Église et de l'État? Eh bien, il y a peut-être dans chaque pays des motivations légèrement différentes, mais il y a trois grandes catégories qu'on peut distinguer. Ça peut être, par exemple, de protéger la religion contre l'État. Un exemple de ça, c'est les États-Unis au moment de l'adoption de leur Constitution en 1787, parce qu'à ce moment-là, beaucoup d'États qui voulaient se fédérer, beaucoup de ces États-là avaient des églises établies. Mais le problème, le malheur, la difficulté, c'était des églises différentes. Par exemple, en Virginie, c'était l'église anglicane, tandis que dans la Nouvelle-Angleterre, c'était plutôt le congregationalisme très anti-anglican, anti-évêque, etc. Alors, les États qui étaient sur le point de se fédérer, vous savez ce qui s'est passé, on a adopté une constitution et on a voulu la faire ratifier en différents États, et certains États ont dit non, on n'est pas sûr qu'on veut y entrer. Alors on a rapidement adopté une série d'amendements pour plaire à ces différents États, et ça a réussi, le manœuvre, et tout le monde est monté à bord. Mais le premier amendement, qui est très important, parce que ça comporte une longue liste de droits, y compris le droit de parler librement, ça commence « Congress shall adopt no law establishing a religion ». C'est la première ligne du premier amendement, « Congress shall adopt no law ». Alors la peur était que le Congrès fédéral impose une église à tout le monde, aux grandes dames des États qui avaient une autre. Alors, ce n'était pas du tout parce qu'on voulait séparer la religion et la politique entièrement, c'était pour protéger ces différentes religions établies du danger qui viendrait peut-être du gouvernement plus puissant au niveau fédéral. Bon, alors ça c'est une finalité. C'est pas très répandu récemment, mais vous pouvez voir comment ça répond à une certaine constatation, à une certaine crainte, à une certaine préoccupation. Le contraire, ça pourrait être le contraire, la laïcité est établie pour défendre l'État contre la religion. Et c'est un peu le cas de la France en 1904-1905. Il faut tenir compte, encore une fois, du contexte. Il y avait un fort mouvement catholico-monarchiste, ou monarcho-catholique, qui voulait établir une monarchie catholique et qui était, bien, ce serait la fin, la mort de la République. Et la République, pour se défendre, a voulu séparer l'Église et l'État. Vous voyez, c'était la finalité contraire de celle qu'on a vue chez les Américains. Mais il y a une troisième forme où il n'y a ni l'un ni l'autre de ces deux premières. Il n'y a pas de crainte pour l'État devant la religion ou pour la religion devant l'État. Mais le but de cette troisième forme, qui est ce qu'on appelle la laïcité ouverte, c'est de sauvegarder la liberté de conscience de tout le monde, qu'on soit croyant ou non croyant, et pour ce faire, établir que l'État est neutre. Donc la neutralité de l'État est la plus grande liberté de conscience possible. Et c'est ce qu'on a appelé au Québec laïcité ouverte. Le terme a été utilisé par le rapport Proulx, qui a mis fin à l'enseignement confessionnel dans les écoles. Et plus tard, nous, dans notre rapport de notre, on dit commission Bouchard-Taylor, parce que le nom véritable de cette commission est tellement long que je l'oublie constamment, mais c'est sur des accommodements raisonnables, etc., c'est trop long, chacun l'oublie. Mais nous avons repris à notre compte cette même expression, laïcité ouverte. Bon, alors c'est une troisième finalité. Le problème, c'est que ces finalités ne sont pas nécessairement compatibles. On ne peut pas les combiner. Parce que du moment où il y a un élément
de défense, disons, de l'État contre la religion, qui a problème donc avec la religion, avec certaines religions ou avec certaines formes de religion, à ce moment-là, l'idée d'une liberté également distribuée de conscience disparaît parce que les pratiques religieuses qui sont considérées comme dangereuses ou comme non combinables avec l'État sont frappées d'un interdit que d'autres formes ne sont pas. Enfin, des formes non religieuses ne souffrent pas d'interdit et des formes religieuses qui n'ont pas ce problème. Alors, le problème, paraît-il, que la loi 21 veut régler, c'est qu'il y a un danger pour la laïcité et pour l'État dans le fait que certains gens portent certains signes qui laissent transparaître leur appartenance religieuse dans certaines fonctions. Vous savez, police, procureur, gardien de prison d'une part et enseignant d'autre part. Alors à ce moment-là, il y a contradiction entre la laïcité ouverte, universelle d'une part, et ces interdits particuliers d'autre part. On peut dire ça de la façon suivante, la laïcité ouverte est vraiment neutre, fait de l'État un instrument neutre entre toutes les religions, et aussi entre la religion et la non-religion. L'État ne prend pas parti pour ou contre une religion particulière, ni pour ou contre la religion comme telle et la non-religion comme telle. Or, la loi 21 ne rencontre pas ce critère parce qu'il vise certaines pratiques religieuses qui sont interdites et seules celles-là sont interdites. Il y a donc une contradiction en quelque sorte dans notre identité parce qu'un élément de notre identité, j'aurais cru, tout le monde accepte ça, l'élément clé de notre identité, c'est justement la charte que l'Assemblée nationale a adoptée en 1977, je crois, à l'unanimité, si ma mémoire est bonne, donc c'est un signe assez fort de l'adoption par cette société-là d'une charte qui est à peu près de la même moule que toutes les chartes que l'on voit soit aux États-Unis, soit en Europe, soit les chartes fédérales, etc., et qui reconnaît, entre autres, la liberté de conscience, liberté de religion, égalité des citoyens, etc. Alors, le problème avec cette loi, donc, c'est qu'elle essaie de combiner deux finalités qui ne se combinent pas. La finalité d'une véritable neutralité entre toutes les religions et non-religions est la finalité d'interdire certaines pratiques religieuses comme dangereuses ou dans certains contextes dangereuses ou pas acceptables. Maintenant, ça ne veut pas dire que les droits inscrits dans nos chartes sont absolument illimités. Tout le monde sait, et c'est justement ça qu'on a discuté longuement en parlant des accommodements raisonnables, tout le monde sait que chaque droit a ses limites. Parlons de droit à la pratique religieuse. Oui, on dit en général, oui, vous avez le droit, mais si, par exemple, la pratique, l'exercice de votre droit rend impossible l'exercice d'un droit similaire chez l'autre, non, on ne peut pas faire. Si, par exemple, je demande au nom de la religion un nombre énorme de congés et puis tout le monde ne peut pas faire ça ou le système, l'entreprise ne peut pas marcher avec ça, il faudrait limiter. Et la même chose, si on regarde ce même cas de notre point de vue, si ça crée des inégalités, si l'exercice de mon droit rend impossible l'exercice de votre droit, c'est aussi une inégalité. Ou si j'impose à mes confrères de travail un fardeau supérieur du fait que j'ai les congés que je demande, là aussi, il y a impossibilité de l'accepter. Troisièmement, il y a toujours le problème de le monde pratique. Certaines demandes ne sont pas
gérables. On ne peut pas les donner. Par exemple, il y avait un certain nombre d'immigrants qui ont dit, ici même, côté à Sainte-Justine par exemple, que lors de l'accouchement de leur femme, ils voudraient que ce soit un médecin féminin qui soit là pour aider à l'accouchement. Et l'hôpital a dit, vous savez, tout le monde est inscrit d'avance un horaire où tel docteur est de garde à tel moment et un autre moment. On ne peut pas prévoir l'heure d'arrivée de votre enfant, donc impossible. Et la majorité des gens, ça n'a pas été fait très souvent. Et, disons, 100% des gens ont immédiatement vu que c'était du bon sens. Mais on peut parfois, quand il y a ce genre de conflit, et c'est là tout le domaine des accommodements raisonnables, on peut trouver même peut-être moyen, ok, vous allez avoir ce congé-là, mais par contre, vous allez travailler à un autre moment, ou l'autre va pouvoir avoir son congé. Alors, on fait des arrangements un peu pour arranger tout le monde, dans la mesure du possible. Alors, c'est pour vous dire que c'est clair qu'il n'est pas question d'interdire toute limitation de tout droit.